Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une analyse assez poussée de Puig Brand. C'est un nom qui est peut-être nouveau pour certains sur les marchés boursiers. Ils sont arrivés en mai 2024. Mais c'est un acteur espagnol vraiment majeur dans le luxe, avec une longue histoire familiale derrière. Alors, pour nourrir notre discussion, on s'appuie principalement sur une analyse très détaillée de la chaîne YouTube financière Momentum Financial. Ils ont vraiment décortiqué l'entreprise. Et notre mission ici, c'est simple. Essayer de comprendre ce qui rend Puig unique. C'est quoi leur recette dans ce monde hyper compétitif du luxe, quels sont leurs points forts, comment ils se positionnent face aux géants comme L'Oréal par exemple, et surtout, le point qui nous intrigue beaucoup, pourquoi est-ce que leur cours de bourse a autant dévissé alors que l'entreprise, elle, semble plutôt bien marcher. Bon, on va creuser tout ça. Alors pour commencer, parlons un peu de la philosophie. C'est Marc Puig, de la famille fondatrice, qui en parle. Il décrit Puig comme une maison. Une maison où les marques de luxe peuvent grandir. L'idée centrale, c'est le luxe, ça se construit sur le long terme, très long terme. Oui, et puis il y a cette idée que je trouve fascinante et assez contre-intuitive. Ne jamais survendre. Il insiste là-dessus. Si la demande est de 10, il faut vendre 8. Bon, ça peut paraître bizarre, mais l'objectif, c'est de préserver l'exclusivité, la désirabilité de la marque, et ça demande ce qu'il appelle un capital patient. Et c'est là, apparemment, que la structure familiale, ça aide. Comment ça se traduit concrètement ça? Mais oui, c'est un vrai contre-pied par rapport à, disons, aux stratégies de coût marketing très rapides qu'on voit parfois. Dans le luxe, cette patience, c'est vraiment essentiel pour construire la valeur sur des décennies. Ça veut dire aussi ne pas brader la marque juste pour faire du volume à court terme. Et pour protéger cette valeur, il faut investir énormément. En publicité, la source, elle donne des chiffres assez dingues, environ 30% du chiffre d'affaires. C'est pareil chez Puig et chez L'Oréal d'ailleurs, surtout pour les parfums. C'est juste colossal comme budget. Mais bon, c'est le prix à payer pour rester visible, pour soutenir les lancements, surtout à Noël, où c'est la guerre publicitaire. Et la source, elle parle aussi de l'importance de bien gérer la distribution, surtout en ligne, le digital. Apparemment, Puig s'en sortirait mieux que certains concurrents. On pense à Coty, qui aurait eu plus de mal avec ce virage numérique, la relation directe avec le client via le smartphone, tout ça. Oui, la maîtrise de la distribution, c'est devenu absolument clé. Vendre en direct ou via des partenaires très très sélectifs, ça permet de contrôler l'image, les prix, c'est fondamental dans le luxe. Le digital, c'est une opportunité énorme, mais c'est aussi un risque si c'est mal géré, quoi. Alors justement, si on regarde ce que Puig a dans son portefeuille, qu'est-ce qui fait le cœur de leur activité? On pense tout de suite à certains grands noms. Exactement. Alors, il y a d'abord les piliers historiques, ce que la source appelle les blockbusters. C'est Paco Rabanne, évidemment, avec le succès incroyable de One Million, Carolina Herrera aussi, Jean-Paul Gaultier. Chacune de ces marques, potentiellement, c'est plus d'1 milliard d'euros de ventes par an. C'est énorme. Nina Ricci est là aussi, un peu moins grande, mais importante. Et puis, il y a eu ce gros mouvement stratégique vers le maquillage, avec l'acquisition de Charlotte Tilbury. C'est une marque très très forte, très incarnée par sa fondatrice. Et la source, elle souligne une évolution majeure dans leur stratégie. Puis est passé de simple détenteur de licence à propriétaire des marques de beauté. C'est un changement assez fondamental, non? Ah oui, tout à fait. Avant, ils exploitaient des licences. Ils l'ont fait pour Prada, pour Valentino à une époque. Maintenant, ils possèdent les marques, ou en tout cas leur division beauté. Pour Christian Louboutin, par exemple, ils ont les droits pour la cosméto, les parfums, le soin. Pas les chaussures, mais tout l'univers beauté qui va avec. Et à côté de ces très grands noms, ils ont aussi racheté des marques plus pointues, ce qu'on appelle la niche, comme Byredo, Penhaligon's, ou dans le soin avec Dr Barbara Sturm, Apivita. L'idée, elle est claire, c'est de bâtir de la valeur sur des actifs qu'ils contrôlent à 100%. D'accord. Et comment ça se répartit alors, l'activité entre ces différents segments? Parfum, maquillage, soins? Alors, la répartition, elle est très nette et assez stable d'après les chiffres fournis. Les parfums, ça domine très largement. C'est environ 3,5 milliards d'euros. Ça représente quasiment 75% des ventes. C'est vraiment leur moteur historique. Ensuite, on a le maquillage, le make-up. Et enfin, le soin de la peau, le skincare. D'accord. Mais est-ce que c'est aussi rentable partout? J'imagine que non. Ah non, pas du tout. Et ça, c'est un point vraiment crucial. Les parfums sont très très rentables. La source parle d'une marge opérationnelle qui tourne autour de 18-19%. Par contre, le skincare, c'est beaucoup plus bas. On est vers 7-8%. Et le maquillage, c'était même encore moins récemment, autour de 5%.
La raison principale qui est évoquée, c'est l'effet d'échelle. Les volumes en parfumerie sont tellement énormes que ça permet d'amortir les coûts fixes, les coûts marketing beaucoup plus efficacement. Les segments make-up et skincare, qui sont plus petits chez Puig, ils n'ont pas encore atteint cette taille critique. Et pour Charlotte Tilbury, il y a aussi eu des difficultés récentes, des lancements peut-être moins réussis, et surtout la concurrence féroce des copycats, ces entreprises qui imitent sans vergogne les produits, les packaging à succès. La source cite même Warpaint, une boîte anglaise qui s'en vante presque. C'est assez fou. D'accord. Donc, si je comprends bien, un des gros enjeux pour Puig, c'est de réussir à faire grossir le maquillage et le soin pour qu'ils deviennent aussi rentables que les parfums à terme. Exactement. C'est là qu'il y a une bonne partie du potentiel d'amélioration de la rentabilité globale de Puig. S'ils arrivent à faire monter ces segments en puissance, l'impact sur les marges du groupe pourrait être vraiment significatif. Bon, alors maintenant, essayons de situer Puig dans le grand paysage du luxe et de la beauté. Qui sont leurs concurrents directs? Alors, le paysage, il est dominé par deux géants. L'Oréal, évidemment, le numéro 1 incontesté. On parle de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et Estée Lauder, autour de 15 milliards. Après eux, on trouve les divisions beauté des grands groupes de luxe. LVMH, par exemple, c'est autour de 8 milliards dans ce secteur. Mais avec des marges que la source juge inférieures à celles de Puig, d'ailleurs. Et il y a Chanel, qui, en tant que marque, est numéro 1 mondial en volume pour les parfums. Puig, avec ses 5 milliards d'euros de ventes visées, il joue plutôt dans la même catégorie que Coty. Et puis, il y a des acteurs plus spécialisés, comme Interparfum, qui est plus petit, mais très rentable avec son modèle de licence, et le japonais Shiseido. Et le marché lui-même, il est absolument gigantesque, c'est ça? La source donne des chiffres qui donnent un peu le vertige. Oui, le marché global de la beauté s'est estimé à 235 milliards de dollars. C'est colossal. Ce qui est intéressant, c'est la répartition. Les parfums et le maquillage, sur le segment premium niche, ça pèserait chacun environ 50 milliards de dollars. Mais le skincare, c'est beaucoup, beaucoup plus gros. Et l'explication tiendrait pas mal aux différences culturelles. Le parfum, c'est un réflexe très fort en Europe, en Amérique latine, mais historiquement beaucoup moins en Asie. En Chine, par exemple, l'usage était faible. Peut-être pour des raisons culturelles, l'odeur corporelle, tout ça. Et puis il y a eu l'interdiction par Mao, qui voyait ça comme un produit bourgeois. À l'inverse, l'Asie a une culture du soin de la peau qui est extrêmement développée. D'où la taille énorme de ce marché du skincare. D'accord. Et il y a aussi cette question de prix, de segment. La source fait bien la distinction entre le bas de gamme, le premium et le niche. Où est-ce que Puig se situe là-dedans? Oui, c'est essentiel pour comprendre leur stratégie. Alors, le mass market, bon, c'est le supermarché. Le premium, c'est la gamme de prix, disons, entre 50 et 120 euros pour un parfum. Ça, c'est le cœur historique de Puig. Et le niche, c'est au-delà de 200 euros. Souvent des marques plus exclusives, plus pointues. Et Puig, donc, est très fort sur le premium et a fait beaucoup, beaucoup d'acquisitions dans le niche. Byredo, etc. Pourquoi? La source avance une raison assez simple. Les grandes marques premium des concurrents, Dior chez LVMH, Chanel, Jo Malone chez Estée Lauder, elles ne sont juste pas à vendre. C'est impossible. Par contre, les marques niches, qui sont souvent créées par des fondateurs passionnés, elles sont plus accessibles à l'achat. Et Puig peut les séduire en leur promettant de respecter leur ADN grâce à cette vision long terme et ce fameux capital familial patient. C'est un argument de vente très fort pour ses fondateurs, ça. Intéressant. Et comment Puig se comporte face à ses concurrents en termes de performances récentes? Est-ce qu'ils tiennent la route? Ah, c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. D'après les données citées, qui vont jusqu'au troisième trimestre 2025, Puig, comme L'Oréal et Interparfum d'ailleurs, affichent de très belles croissances, surtout en parfumerie. Mais, et c'est ça qui est frappant, d'autres grands noms, eux, souffrent. La source mentionne des difficultés, voire des baisses de vente dans le parfum pour Dior, donc LVMH, pour Coty, et même pour Estée Lauder avec sa marque star Jo Malone. Apparemment, les ventes n'auraient pas progressé depuis plus de 2 ans. C'est quand même assez sévère pour une marque aussi réputée, hein. Donc le message clé, là, c'est que Puig ne fait pas que résister, mais il gagne carrément du terrain. Exactement. C'est vraiment le point saillant de cet individu concurrentiel. Puig est en train de grignoter des parts de marché, de façon significative. Il serait en passe de devenir le numéro 2 mondial des parfums sur le segment premium niche, on précise, toujours loin derrière L'Oréal, qui est intouchable, mais en distançant nettement Coty et LVMH, qui étaient au même niveau qu'eux il n'y a pas si longtemps, autour de 8% de parts de marché chacun. C'est une vraie performance dans ce secteur.
Alors voilà le grand paradoxe dont on parlait au début. On a une entreprise qui gagne des parts de marché, qui surperforme certains concurrents très prestigieux, et pourtant, son action en bourse, elle a dévissé depuis l'introduction. Elle est passée de 24,50 € à environ 14 € au moment où la source a fait son analyse. Comment on explique ce grand écart? Ben oui, c'est la question à 1 million, hein. Alors, l'analyse de la source regarde la valorisation par rapport aux concurrents directs. On met de côté les géants L'Oréal et Estée Lauder, hein, qui ont des valorisations stratosphériques, c'est pas comparable. Et là, le constat est clair. Puig se négocie avec une forte décote. Si on prend une mesure assez simple, le free cash flow, c'est l'argent qui reste vraiment dispo pour l'entreprise après toutes les charges et investissements, eh bien Puig vaut environ 14 à 15 fois ce cash flow annuel. Ses concurrents comparables, Interparfums, Coty, Shiseido, eux, ils se paient plutôt entre 21 et 24 fois. L'écart est donc considérable. D'accord. Et quelles seraient les raisons de cette méfiance des investisseurs d'après la source? Principalement, deux raisons sont avancées. La première, c'est que Puig est nouveau en bourse, moins connu des grands investisseurs internationaux. Il faut du temps pour se construire une réputation sur les marchés, surtout si l'introduction, l'IPO, ne se fait pas dans un contexte d'euphorie générale. Bon, ça c'est une explication partielle. La deuxième raison, elle est plus structurelle, et sans doute plus importante. C'est le contrôle familial. La famille Puig détient la quasi-totalité des droits de vote, via des actions spéciales, de classe A, qui ne sont pas cotées. Les actions qui sont cotées en bourse, les actions B, elles ont très très peu de pouvoir. D'accord. Et pourquoi c'est si important pour la valorisation, ce contrôle familial? Parce que ça élimine quasiment toute possibilité d'une OPA, une offre publique d'achat. Dans le luxe, une partie de la valeur en bourse de certaines boîtes vient de la spéculation. Est-ce qu'un géant comme LVMH va finir par les racheter? Cette perspective d'un rachat potentiel, ça fait monter les prix. On appelle ça la prime d'OPA. Avec Puig, cette prime n'existe pas. La famille a le contrôle absolu. Donc oui, ça justifie une certaine décote par rapport aux autres. C'est logique. Mais la source estime que la décote actuelle, elle est disproportionnée par rapport à ce seul facteur. Surtout que, si j'ai bien suivi l'explication sur les marges tout à l'heure, les marges de Puig ne sont pas si mauvaises, au contraire même. Exactement. C'est là que l'argument de la sous-valorisation devient vraiment fort. Les marges de Puig sont meilleures que la moyenne de ses concurrents directs. La source utilise une mesure qui s'appelle le FFO, Funds from Operations, qui reflète bien la génération de cash. Puig serait autour de 16%, ce qui est supérieur à ses pairs, et finalement pas si loin des 20% de L'Oréal. Donc on a une entreprise qui est plus rentable que ses concurrents, mais qui se paie moins cher en bourse. Il y a comme une anomalie, quoi. Et la source, elle donne une idée du potentiel de rattrapage? Elle chiffre ça? Oui, elle propose une estimation. Si Puig était simplement valorisé comme ses pairs, en tenant compte de ses meilleures marges, mais en appliquant quand même une petite décote pour le contrôle familial, l'action pourrait valoir autour de 23 €. Ça ferait une hausse potentielle de plus de 60% par rapport aux 14 € qui étaient observés. C'est pas rien. Et une autre méthode d'analyse, basée sur les flux de trésorerie futurs actualisés, le fameux DCF, suggère aussi un rendement annuel potentiel très attractif, de l'ordre de 23% si l'entreprise continue de croître comme prévu et si le marché finit par la revaloriser. Bon, évidemment, ce sont des estimations, hein, basées sur les données et les hypothèses de la source. Bien sûr. Mais tout n'est pas tout rose, il y a forcément des risques. On sent bien que le secteur du luxe, là, il traverse une période un peu plus compliquée, après les années folles post-Covid. Est-ce que Puig peut y échapper? C'est un point de vigilance important, oui. On voit des signes de normalisation un peu partout. La source cite l'exemple des prix des montres suisses d'occasion qui baissent, ou celui du vin de Bordeaux. Les dépenses de luxe qui avaient explosé pendant les confinements, on voyageait moins, on achetait plus de biens, eh bien ça revient un peu à la normale. Et puis, la situation économique en Chine, ça pèse aussi, c'est clair. Cependant, il y a deux nuances importantes. Premièrement, le secteur du luxe est globalement plus solide face aux crises qu'il ne l'était avant, plus résilient. Deuxièmement, et ça c'est crucial pour Puig, leur cœur de métier, le parfum premium, entre 50 et 100 €, c'est jugé comme étant assez défensif. C'est un cadeau fréquent, c'est un petit plaisir qu'on peut encore s'offrir, même quand on se serre un peu la ceinture. C'est sans doute plus résilient que le maquillage ou le soin très très haut de gamme. D'ailleurs, les chiffres récents montreraient que la catégorie parfum résiste mieux que les autres en ce moment. Et la Chine, justement. On a dit que Puig y était peu présent aujourd'hui. C'est plutôt un handicap ou c'est une opportunité pour eux? C'est un peu les deux en fait. Comme on l'a dit, culturellement, le parfum s'est encore peu développé là-bas. Donc la croissance de Puig en Asie et surtout en Chine, elle passera sans doute d'abord par le skincare et le maquillage.
Là, ils ont des marques qui sont pertinentes, Charlotte Tilbury, Dr. Sturm. Et la demande existe, elle est forte. Conquérir le marché chinois du parfum, par contre, ça va être un marathon, pas un sprint. Donc, c'est moins un risque immédiat qu'un potentiel de croissance à très très long terme, s'ils trouvent la bonne approche, bien sûr. D'accord. Un autre défi classique dans ce secteur, les modes passent, les goûts changent. Comment des marques comme Paco Rabanne ou Gaultier arrivent à rester désirables après des décennies d'existence? Alors, la source met en avant un truc intéressant qu'elle appelle la flexibilité créative de Puig. Ce serait un atout majeur. Contrairement à des maisons très installées, avec des codes très stricts, on pense à Hermès, à Chanel, les marques de Puig comme Rabanne, le lingot d'or, le robot, ou Gaultier, les bustes, même Carolina Herrera, le talon aiguille, elles osent des choses très audacieuses. Parfois, c'est à la limite du kitsch, mais c'est assumé. C'est une stratégie de contre-positionnement, en fait. Aller là où les autres, plus classiques, ne vont pas. Ça leur permet de se démarquer, de toucher un public différent. Cette culture d'oser, combinée à l'obsession du client et à la protection long terme des marques, ça semble être une de leurs vraies forces. Souvent soulevés, Puig achète beaucoup de marques, parfois très chères. Est-ce qu'ils arrivent vraiment à bien les intégrer, à les faire grandir, ou est-ce que ça risque pas de diluer un peu leur performance globale? L'argument de la source, c'est qu'il est souvent trop tôt pour juger. 5 ans, dans le luxe, c'est court pour vraiment évaluer le succès d'une acquisition et de la transformation d'une marque. L'exemple de Charlotte Tilbury est intéressant. Malgré les petites difficultés récentes qu'on a mentionnées, sa croissance depuis le rachat en 2020 a été absolument spectaculaire. Puig a clairement démontré par le passé sa capacité à construire des géants en parfumerie. Le défi, maintenant, c'est de prouver qu'ils peuvent faire la même chose dans le maquillage et le soin. Là, ils ont moins d'historique, c'est vrai, mais les marchés sont énormes. L'objectif d'atteindre la taille critique pour améliorer les marges dans ces segments, passer de 500-700 millions vers les 3,5 milliards des parfums, c'est stratégiquement très logique. Quant à la menace de la concurrence asiatique en Europe, elle semble limitée pour les parfums, où l'imaginaire européen reste dominant. Mais elle est bien réelle pour le soin, où les marques aux asiatiques sont très très fortes. Ça, c'est un vrai sujet. Bon, pour résumer tout ça, on a donc affaire à une entreprise Puig Brands avec une stratégie très claire, axée sur le long terme, la construction de marques, un savoir-faire qui est prouvé dans les parfums, où ils cartonnent et gagnent des parts de marché, mais qui, en bourse, semble boudé par les investisseurs pour l'instant. C'est un peu ça l'histoire. C'est exactement ça. Il y a une vraie tension là. D'un côté, une dynamique business qui semble très positive, très solide. Et de l'autre, une performance boursière qui est décevante depuis l'introduction. Ça dessine une opportunité potentielle, c'est sûr, pour ceux qui croient à la stratégie et à un rattrapage de la valorisation. Mais ça souligne aussi les risques. Réussir l'intégration de toutes ces acquisitions, c'est pas rien. Naviguer le ralentissement actuel du luxe, et puis composer avec cette structure de capital particulière qui déplaît manifestement une partie du marché. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour la route. Est-ce que cette structure familiale forte, avec cette vision à très long terme qu'ils affichent, est-ce que ça pourrait justement permettre à Puig de traverser les cycles économiques futurs ou de saisir des opportunités d'achat de manière différente, peut-être plus audacieuse ou plus patiente que ses concurrents cotés qui, eux, sont soumis à la pression des résultats tous les 3 mois? C'est une réflexion intéressante, je trouve, sur les chemins que pourrait emprunter cette maison espagnole qui est en pleine transformation.